dialogue c'est mal, sans passerelle t'es foutu. Et là c'est le drame, tout s'enchaîne, sa vie bascule. Odile, prête à mourir, brûlé en enfer. Sur 5 générations, il va me rendre fou. En environnement Microsoft, la casse n'a d'importance que pour les mots de passe. Si on fait ce qui est écrit dans les boîtes de dialogue, mélange, chiffrement, recette, c'est le vieillou. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien qui ne se plante pas, n'a aucune chance de pousser. La confuserie c'est très bon mais faut pas confuser. C'est la boubou, c'est la lélé, c'est la boulette. Dicton on dit la vraie vie, souvent femme varie. Je le prends bien moi, je suis une merde. Québécois Kevin, abonné à Pirate Magazine. Heureusement qu'on rigole selon silence, béat est très rassurant. C'est les lutins, la lutinerie. Il ne faut pas penser, il faut réfléchir. C'est pas comme si je vous avais demandé de le faire systématiquement. Ça dépend, et ça dépend, ça dépasse. Tu as donc la réponse à ta question. Je ne lis pas les pensées, c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordi n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est Drill? Super Green. Allez. C'est parti. C'est parti. Donc. Alors, c'est bon, tu as eu le temps de réfléchir? C'est quoi les 3 films que t'amènes? J'ai pas réfléchi. Oh là là. Allez là. Je te réponds à 17h. Bah, je réponds à 17h. C'est la fin du monde. Résultat, t'as rien. Tiens, bah, t'es les mains dans les poches, t'auras que dalle. Ah là là, c'est pas possible. Le monde, il est pas sauvé. Hein. Le monde n'est pas sauvé. Alors, qui c'est qui va passer ce matin? Il y a un volontaire? Oui. Ah bah voilà, très bien. Enzo, t'es volontaire, parfait. Tu tentes? Tiens, tu sauves Enzo? Et il est sympa avec toi. Hein. Je suis pas sûr de. Bravo, bravo déjà pour le volontariat. Déjà c'est bien. Voilà, ça c'est la team. Bah, tu leur dis bonjour. Ah, oui. Bonjour tout le monde. Bonjour Nasreddine. Du coup, hier on a eu notre 4e cours de maîtrise du poste de travail et on a continué avec GPID. C'est l'outil qui nous permet de configurer le système et les applications à travers des clés, des ruches et des valeurs qui sont soit en caractères, soit en décimal, soit en hexadécimal. Comme on a pu voir, on a activé l'exemple du clavier numérique avant l'ouverture de la session. On a regardé aussi comment créer ce dossier dans un document et créer un raccourci, une sorte de raccourci et qu'on peut fusionner après directement avec le dossier mère dans le GPI8 à travers un bloc-notes, comme par exemple les valeurs qu'on a rentrées. Du coup, je prends l'exemple pour le clavier, si je ne me trompe pas. Un double-clic, on fait fusionner et ça fait appliquer les modifications. On a regardé aussi GPIDit,
Ouais, le premier parce que c'était Edit quelque chose. J'ai oublié. Le deuxième c'était GP Edit et GP Edit, mais c'est dans le même principe, mais avec moins d'accès à certains fichiers et ça gère plus en fait pour limiter les autorisations et désactiver certain accès pour certains dossiers, comme on a fait avec l'exemple de la corbeille où on a modifié l'autorisation au lieu de passer par le corbeille directement en fait. Qu'est-ce qu'on a regardé aussi? On a regardé l'outil MMC, Management Microsoft, quelque chose, je sais. Et ça, je ne le gère pas trop, c'est pour ça. Mais je me rappelle c'est pour ajouter des variables, si je ne me trompe pas. MMC. En rentrant sur le dossier, on fait ajouter. Qu'est-ce qu'on a regardé aussi? On a regardé quand on travaille dans le mode étendu et que on peut faire déjà pour activer le mode étendu, il faut qu'on soit un profil admin. On ne peut pas utilisateur mettre profil admin client et qu'on peut copier du coup un fichier, un dossier de la machine virtuelle vers l'hôte. Et par contre, on ne peut pas faire de VM vers VM, il faut qu'on fasse VM, hôte, VM. Et les modifications, comme on a fait par exemple pour les keyboards, on a pu les faire du coup copier et ça marche aussi directement. On a regardé comment faciliter en fait l'accès avec l'outil de recherche quand on a accédé au path et on a rajouté l'accès directement à ces deux points pour sysprep. Comme ça, quand on cherche les raccourcis, on trouve plus vite. On a vu aussi que sur un serveur, sur une VM de serveur, que les utilisateurs n'ont pas le droit d'éteindre le serveur. Et du coup, on a fait une petite manipulation pour configurer, autoriser par exemple au profil Brigitte qui a l'autorisation de teindre le serveur. Et à la fin, je crois qu'on a fini par une liste de commandes à travers l'outil SMD. C'était avec par exemple CD, 2 points qu'on peut remonter, se déplacer, on va dire, reculer en avant. On a aussi les outils pour détailler l'ensemble des fichiers avec dir, il me semble, et qu'avec dir/s c'est plus détaillé. On a vu avec l'outil, le bouton, j'ai oublié comment son nom là, à côté du A, qui peut nous finir à le mot qu'on a déjà tapé. Voilà, il y en a eu pas mal de commandes qu'on a entrées. J'ai retenu ça, mais il y en a d'autres. Voilà. C'est un peu ce qu'on a fait hier. Bravo. Donc au début, tu t'es un peu emmêlé les pinceaux, tu as parlé de Regedit au début, voilà. à la place de GPEdit. Et la touche qui est à gauche du A, elle s'appelle tabulation. Tabulation. C'est tabulation. J'ai écrit, mais bon, je ne l'ai pas retenu. Bah, à force de l'utiliser. Mais déjà, et ça c'est très bien, la touche à gauche du A, il n'y en a qu'une. Donc même si tu sais pas comment elle s'appelle, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la bonne. C'est celle-là, voilà. Tu sais où elle est, et c'est ça effectivement qu'on a utilisé pour faire la complétion automatique. Mais tu vois, moi je suis le jury, je me dis, bah il a tout compris. Ça va. Il y a des petites erreurs de nom, d'endroit pas tout à fait au bon truc, etc. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Félicitations. Tu vois que c'est facile en fait. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait hier?
Oui, c'est les Ah merde, c'est lui qui a des questions. C'est- Ah, chiotte. C'est- Bon alors on va faire différemment. Aujourd'hui exceptionnellement, c'est toi qui leur pose la question. Allez. Allez, vas-y. Vous pouvez m'expliquer un peu plus l'outil MMC en fait. Bonne question. Ah ben... eh ben non, il y a personne. Il y a personne qui peut expliquer la MMC, ce que c'est. Je sais que c'est une boîte à outils. Ça permet, je vais dire un truc mais je suis pas sûr. Vas-y. Ça permet, tu peux ajouter des composants comme on a vu, éditeur de stratégie locale, des contrôles d'application. Et je crois que ça permet d'avoir des droits sur plusieurs utilisateurs. Si on veut changer des stratégies pour un utilisateur sur un domaine par exemple, on peut utiliser la console management Microsoft et effectuer des modifications sans que les utilisateurs aient à le faire. Alors, il y a un petit mélange. Là, il y a un petit mélange. Non. Donc d'abord, une MMC, c'est quoi? C'est une boîte à outils pour insérer des composants, et les composants, c'est des outils, en fait. C'est exactement comme une vraie caisse à outils, hein. Quand tu achètes une caisse à outils, elle est vide. Et dedans, tu vas mettre les outils dont tu as besoin. Donc si tu es plombier, tu mets tes outils de plomberie. Si tu es électricien, tu mets les outils d'électricien. Mais là, c'est pareil. En informatique, tu vas mettre dans la MMC les outils dont tu as besoin. L'outil qu'on a ajouté hier, nous, c'est GPEdit. Alors, l'intérêt de la MMC par rapport aux outils classiques, c'est qu'on peut personnaliser les outils. C'est-à-dire qu'on a plus de personnalisation dans les outils grâce à la MMC que si on les lance directement. Et l'exemple d'hier, c'était, je veux mettre en place des verrouillages comme le panneau de config pour des utilisateurs qui ne sont pas les administrateurs. Pour comme ça avoir deux choix. Comme ça, les administrateurs ne sont pas verrouillés et les non-administrateurs sont verrouillés. Et si on lance GPEdit tout court, on n'a pas ce choix. Oui. C'est verrouillé pour tout le monde. Alors que grâce à la MMC, quand on ajoute l'outil GPEdit dans la MMC, là on a un choix, là on a une personnalisation. Et là on pouvait choisir, il y avait un onglet exprès pour sélectionner les utilisateurs, et on pouvait soit choisir que Brigitte, soit les non-administrateurs. Donc en fait, la MMC en elle-même, je rebondis sur ce que tu as dit, hein, elle ne donne pas de droits. C'est pas elle qui donne les droits. Elle vous fournit plus d'outils pour donner les droits qu'on veut. Mais c'est pas la MMC qui le fait en fait. Elle vous donne plus d'outils. Ce sera aux administrateurs de le faire. Quand même. Il n'empêche que pour lancer la MMC, pour lancer GPEdit, il faut être administrateur quand même. Tu vois, Brigitte ne pourra pas le faire. Donc c'est ça, la MMC c'est vraiment, c'est une caisse à outils qui par défaut est vide, dans laquelle on vient insérer les outils dont on a besoin. Et on peut personnaliser plus ces outils que si on devait les lancer directement sans la MMC. C'est ça. C'est ça l'intérêt de la MMC. C'est la caisse à outils. C'est une caisse à outils qui est vide. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, le symbole, c'est une petite caisse à outils rouge. Si, je me rappelle, je suis accédé et tout, c'est juste en fait, c'était un peu flou la définition, il faut savoir exactement. C'est très bien, ça s'est bien passé. Pas une question. Est-ce que moi j'ai des questions? Ah, tu veux une question subsidiaire? Normalement, c'est Hier pas moi parce que je leur ai demandé. Ou autre, Vous avez préparé une question. Je suppose que vous avez fait vos devoirs. N'est-ce pas? Alors, Christophe, est-ce que tu as préparé une question? Non. Oh, sans déconner. Tiana, tu as préparé une question? Non, bon, alors est-ce que quelqu'un a préparé une question? Sans déconner. Non, mais c'est bon, c'est bon. Les filles ont préparé des questions. Parce que elles sont sérieuses. N'est-ce pas? Attends, j'en ai une. Bah, j'attends qu'elles répondent. Elles sont pas là? Je suis pas sur Discord ou... Elles sont en train de dormir? Ah, merde. Oui, Elles sont en train de ça me dormir. va très Zut. bien, comme Bon ça, bah, je regarde si c'est excusez-moi, elles dorment. Bon, elles sont pas là. Bon bah, finalement, t'as une question? À quoi sert le masque de sous-réseau? Ah, c'est une bonne question ça. Ah, à quoi sert le masque de sous-réseau? à définir, je me trompe pas, je crois, à définir le Non, j'ai pas préparé moi. À définir le... nombre d'adresses IP qu'on a besoin. Ouais, mais pas que. Et comment ça s'appelle? Déjà, après, entre l'adresse IP et le masque, ça permet de nous avoir un numéro de réseau Oui. qui va nous permettre, et pour que deux machines elles doivent, on va dire, interagir, connecter entre eux, il faut qu'ils soient dans le même numéro de réseau.
Et on peut le masque aussi par le cidre, par exemple 255.255, on va mettre /16. Et ainsi de suite, 24. Très bien. Très bien, bonne réponse. Bon, ça me va comme réponse. Bonjour Bon, à tous, moi j'ai une question. Ah oui, oui. Deuxième. Nat, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi servent les fichiers Iberfile et PageFile, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça hier. Iberfile.6 et Patchfile.6. Ouais, file. Pardon. C'est vrai qu'on avait oublié ça. C'était hier soir. Ça, c'était hier soir, vraiment à la fin. Oui. Alors, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Il y en a le premier qui va enregistrer les données. En fait, du moment où la mémoire vive elle est pleine, et pour que le système il rame pas, mais on va dire, on va créer un fichier va se créer où on va mettre dedans en fait les fichiers. C'est une sorte d'enregistrement un peu momentané en fait de temps dans l'utilisation, qu'il y a une place qui se libère sur la mémoire vive, et pour comme ça le système il se plante pas en fait. Par exemple, je sais pas moi, nous on a 2 giga de RAM, et quand on commence à utiliser ouvrir plusieurs onglets, mais plus on va ouvrir, plus le dossier il va augmenter pour des choses pour libérer de l'espace. Et le deuxième dossier, c'est où on a plus besoin, je crois, sur les PC portables plutôt que sur les unités centrales. C'est un dossier où il y aura des enregistrements pour la mise en veille prolongée. Et comme l'exemple des VM serveurs et tout, quand on les éteint et quand on éteint et on réallume, on les trouve où ils étaient en fait, et que leur fonctionnement il s'arrête pas, si on rappelle bien. Donc voilà, ça sert pour la mise en veille prolongée, et ça permet de stocker les données. Et ça prend un peu d'espace, et qu'on peut, comme hier par exemple sur certaines machines comme la mienne, avec ce dossier-là, il n'est pas activé, cette fonctionnalité, parce que ça prend de l'espace dans le disque dur. Voilà. D'accord. Quelles sont les conséquences si tu désactives ces fichiers? Mais pour le premier fichier, ça va créer en fait, ça va saturer notre mémoire vive. Si on enlève cette fonctionnalité, du coup, en fait, du moment où on arrive à on va dire utiliser tout l'espace de la mémoire vive, ça va ramer, ça va bloquer. En fait, il n'y a plus d'espace. En fait, il peut pas le système en fait décaler, on va dire mettre sur le fichier pour que ça puisse fonctionner correctement. Et le deuxième, le désactivant, comme je dis, sur un PC bureautique, ça va pas créer de problème, surtout avec si on a une grande, on va dire, espace de stockage et tout, et qu'on n'est pas forcément dans mise en veille prolongée. Par contre, sur les PC portables, ça sera plus important de le laisser, sauf qu'on est amené souvent à laisser en veille que par le stockage. À peu près. Voilà. Alors moi je trouve que t'as pas répondu à cette question en fait. La deuxième? Aucune des deux. Ah, aucune des deux. T'as juste expliqué, mais elle t'a demandé c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer si on les enlève. T'as expliqué les mécaniques, mais t'as pas dit qu'est-ce qui va se passer. Dans le premier cas, s'il n'y a plus de fichiers d'échange, s'il n'y a plus ce fichier-là, à un moment donné, on peut plus ouvrir de logiciel. C'est ça qui se passe. Si la mémoire vive est saturée, c'est ce que tu as expliqué. Oui, elle est saturée et si tu veux réouvrir un logiciel, tu peux plus l'ouvrir. C'est ça qui bloque. Tu vois, c'est ça les effets. Et l'autre effet, c'est on peut plus mettre en veille prolongée. Voilà, c'est tout simplement si on enlève l'Iberfile, on peut plus passer en veille prolongée. Donc, t'expliquais, c'est pour les portables, etc. Parce que la mise en veille prolongée, à quoi ça sert? Pourquoi?
On veut la lancer, la mise en veille prolongée. Qu'est-ce qu'on veut économiser avec la mise en veille prolongée? L'énergie, hein, Voilà, consommation d'énergie. c'est la consommation électrique, la consommation d'énergie. Donc si j'ai sacrifié la mise en veille prolongée, bah, ma batterie va s'user plus vite que si j'avais la mise en veille prolongée. Mais tu l'as dit, c'est un problème d'espace disque. Si j'ai enlevé l'Iberfile, j'ai gagné de l'espace sur le disque dur. Donc c'est un choix. Qui tu veux privilégier? L'espace disque sur le disque dur ou l'économie d'énergie? L'énergie, ça coûte plus cher. C'est... Faut voir. En ce moment, l'énergie, elle coûte cher. Hein. Oui. Peut-être mieux sacrifier l'espace disque. Hein. Faut voir. Mais voilà, tu vois, ça c'est un choix à faire. Lequel je privilégie? On va dire sur les ordinateurs, comme tu as dit, sur les ordinateurs portables. Si on utilise souvent la batterie, vaut mieux économiser l'énergie. Donc la mise en veille prolongée, c'est mieux sur les portables. Sur un fixe, on le met rarement en veille prolongée, sauf si on veut sauver la planète. Alors tu préfères sauver la planète ou la faire cramer? Oui, puisque je vis dedans. Ah, c'est bien comme mentalité ça. Tu viens à bicyclette? Tu viens ici à bicyclette? Ça fait un peu, ouais, puisqu'il est ici. Ça fait combien? Hum. Il y a combien de kilomètres? 16, 15, un peu plus. 15 km, c'est tout? Et tu dis que c'est... Ah, ça y est, ouais, super. Et en plus, toi, t'es sportif. Ah, c'est honteux. Moi, je suis fatigué. C'est juste... Oh là là. J'avais entraînement hier. Et hier, t'avais entraînement? Ouais. Et t'as révisé tout ça? Ouais. Bah bravo. Hein. C'est un bel exemple pour tous ces branleurs là, qui foutent rien le soir et qui, eux, n'ont pas d'entraînement de sport. Hein? Je donne des devoirs à faire, même pas penser 5 secondes à une question. Ouais, je suppose que les soirées étaient trop courtes. Oui, c'est toi que je regarde. Oui. Parce que je peux pas regarder Enzo, il est trop loin. Là. C'est bon, Dan qui est devant, là, il est trop grand. Bon, allez, tu peux retourner t'asseoir. Bravo, c'était très très bien. Merci. C'était une très belle prestation. Allez, hop. Et ben ça c'est bon, c'est très bien. Alors hier, effectivement, on avait fait un petit peu de fichiers cachés d'Iberfile, etc., etc. Le patch file, le Iberfile. Allez. Alors, un petit truc à connaître encore. Il n'y a que des petits trucs à connaître. Alors, dans l'outil gestion de l'ordinateur, nous allons parler d'un truc qui peut nous embêter. Le planificateur de tâches. Le magnifique planificateur de tâches. Donc je vous invite à aller ici. Donc vous allez lancer l'outil gestion de l'ordinateur. Vous allez aller dans outils système, planificateur de tâches, bibliothèque du planificateur de tâches. Alors, c'est souvent cet outil qui explique des choses. Le planificateur de tâches, c'est quoi? C'est un outil qui va lancer des tâches, c'est-à-dire des programmes, des trucs, régulièrement, à des heures, des jours, des moments définis. Donc dans le planificateur de tâches, vous avez déjà des tâches? Eh ouais, il y a déjà des trucs là-dedans. Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier? Bah, c'est des trucs qui ont été installés soit quand vous avez installé Windows, soit quand vous installez des logiciels. Donc ça, c'est assez régulier quand vous installez des logiciels qui viennent créer une tâche dans le planificateur de tâches. Alors avant de regarder les tâches qu'il y a déjà, on va simplement en créer une. Donc à droite, vous avez un assistant qui s'appelle créer une tâche. Et quand j'ai cliqué sur créer une tâche, il va nous demander plein de choses. Donc c'est assez simple, il vous demande le nom de la tâche, qu'est-ce qui va déclencher la tâche, et que fait la tâche. Simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais l'appeler par exemple Paint. L'emplacement, je vais laisser. L'auteur, bah, c'est Ousmane, hein, je suis logué avec Ousmane. Il y a des options de sécurité, et vous voyez ce qu'il y a écrit. Il y a écrit n'exécuter que si l'utilisateur est connecté, ça veut dire que ça va s'exécuter quand l'utilisateur est connecté. Quel utilisateur? C'est Ousmane. Je vais aller dans l'onglet déclencheur, c'est-à-dire à quel moment cette tâche va s'exécuter.
bah, je vais faire un nouveau déclencheur. Et des déclencheurs, il y en a plein. Alors, première tâche, ce serait à une heure programmée. Je vais décider que, par exemple, chaque jour, donc il va démarrer aujourd'hui à, par exemple, 10h. Tac. Il va se répéter ça tous les jours. Voilà. Il va se passer un truc à 10h sur ma machine tous les jours. Ou alors j'aurais pu faire chaque semaine, une fois par mois, tous les lundis, etc. Mais là je vais le faire tous les jours à 1h. Non. C'est dans le. C'est comme quand on est dans SAM. Dans le gestionnaire de l'ordinateur. Ah, c'est normal. Christophe, est-ce que tu peux revenir juste sur la page d'avant, s'il te plaît? Déclencheur. Et sur Général, on laisse configurer pour Windows Vista, Windows Server. Tout en bas. En bas. Ah bah oui. Il n'y a pas besoin de mettre par rapport à l'OS. Bah, en fait, alors, ça dépend ce que ça fait. D'accord. Ça dépend ce que ça fait. Mais en général, c'est des programmes Windows qu'on lance, donc Ok. Et là, c'est écrit une tâche. Merci. je laisse par défaut. Créer une tâche. Oui. Ah bah, donc à droite, j'ai cliqué sur créer une tâche. Ouais, ok. Je lui ai donné un nom. Je l'appelle Paint. Dans le déclencheur, j'ai dit nouveau déclencheur. Et je veux qu'elle s'exécute chaque jour à 10h. Donc j'ai écrit 10h. J'ai écrit 10h. Donc tous les jours à 10h, il va se passer quelque chose. Et ça, c'est mon déclencheur. Donc, le nom de la tâche, quand est-ce qu'elle va avoir lieu, et action. On va faire une nouvelle action. Et là, il y a plein d'actions possibles. Déclencher un programme, envoyer un email ou afficher un message. Bon, la plupart du temps, hein, c'est démarrer un programme ou un script. Et quel programme je vais lancer? Soit vous faites parcourir et vous allez le chercher. Moi, c'est celui qui m'intéresse, c'est MS Paint, il s'appelle. Il est là. Donc je fais Paint. Donc dans le déclencheur, vous avez la possibilité de mettre des arguments. Bon, bah là pour Paint, il n'y en a pas besoin. Mais si vous lancez, je sais pas, ipconfig, vous pourriez mettre comme argument /release ou /renew ou /all. Ça dépend. C'est un fichier MSP. Le planificateur de technicien. Qu'est-ce que c'est que ça, un planificateur de technicien? Un planificateur qui lance un technicien à 10h tous les jours? Et ben ok. Donc on a la tâche Paint qui va déclencher à 10h tous les jours le lancement du logiciel MS Paint. Il peut y avoir des conditions avancées ou des paramètres, mais là ça suffit. Juste ces trois ongles là, vous faites OK. Et si vous attendez 10h, tac, il y a Paint qui va se lancer tout seul. Il est dans Système 32. Ouais, je suis dans le système 32. Je cherche le fichier. MS Paint. Ah. Dispatcher. Il s'est caché? Dispatch. MS.
Merci. Ah bah c'est cocasse. MSP, normalement. il faut T'es aller bien à dans ici. Système 32? Oui, il me semble que ça. Ouais. Mhm. 32. MS? Non, écris MS. Encore. Encore. Descends. Normalement, déjà. Alors, c'est bizarre ça. Mais c'est pas grave, fais annuler. On va essayer un truc. Est-ce que tu peux faire Windows R? Ah, mais t'es sur Windows 11. Oui. Écris MS Paint. Écris-le. Taint. Écris MS Pas dans P. le. Écris Ok. Écrit. MS. MS Paint. P-A-I-N-T. Entrée. C'est bon. Donc ça veut dire que là, comme tu es sur Windows 11, il n'est pas dans Système 32 sur Windows 11. Ferme cette fenêtre. Comme tu as de la chance, il est dans le path. Ça veut dire que là, tu n'as pas besoin de faire parcourir. Écris mspaint.exe. .exe. C'est l'avantage d'avoir des logiciels dans le path. Qu'on l'a vu hier. Oui. Le path, ça t'évite d'avoir à écrire les chemins des logiciels. Donc là, il est peut-être dans Windows. Ou il est dans app data. Il est dans un autre dossier. Ok. Donc c'est pas grave, ça va Donc, fonctionner là. quand même. Ok, Ok. c'est tout. Ok, On a fini, on n'a plus rien à rajouter. on n'a plus rien à Conditions, rajouter. paramètres. Il n'y a pas de conditions. Enfin, c'est des conditions supplémentaires. J'ai pas besoin d'en mettre en plus, mais ok. Voilà. Donc normalement, si vous attendez, à 10h, vous allez avoir Paint qui va se lancer tout seul. Bon, évidemment, ce qu'on a fait là, ça sert à rien. Hein. C'était juste pour vous montrer comment créer une tâche planifiée. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Est-ce que vous pourriez retourner dans l'onglet déclencheur de votre tâche? Si vous l'avez fermé, vous redouble-cliquez dessus, hein, ça vous la réouvre. Vous allez dans l'onglet déclencheur et vous faites à nouveau nouveau. Vous refaites nouveau pour refaire un nouveau déclencheur. Je voudrais aller dans le petit menu déroulant, là où il y a écrit à l'heure programmée. Il y a plein d'autres déclencheurs. Il n'y a pas que à une heure programmée. Vous pouvez avoir à l'ouverture de session. Ça veut dire que l'exercice que je vous avais demandé hier, qui était, ou avant-hier je crois, il fallait lancer le bloc-notes à l'ouverture de session de l'utilisateur, on aurait pu le faire avec une tâche planifiée. Ça fonctionne aussi. Donc ça explique, souvent cette tâche planifiée d'ailleurs, c'est par là que passent la plupart du temps des logiciels qui se lancent automatiquement. Ceux que vous avez, qui sont lancés, votre antivirus, le OneDrive, etc., la plupart du temps, c'est une tâche planifiée qu'ils ont créée, qui se lance à l'ouverture de session. Comme ça, votre logiciel, il se lance avec une tâche planifiée. Donc soit à l'ouverture de session, soit au démarrage de la machine, soit après un certain temps, soit sur un événement. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, et hop, ça lance une tâche planifiée. On fait ça avec, par exemple, une tâche planifiée qui lance une autre tâche planifiée. Par exemple, prenez une qui se déclenche, ça déclenche une deuxième. Par exemple. Oui. Du coup, est-ce que ça modifie également le registre? Alors, elles sont créées dans le registre, mais pas au même endroit, pas dans Run. D'accord. Tu te souviens, nous, on avait Oui, modifié nous, on va la dans clé Run. Run. Oui, Alors, comme tout est dans le registre, oui. c'est dans le registre, mais à un autre endroit. D'accord. Donc non, ça modifie pas la clé Run, Donc c'est mais pas comme oui, c'est stocké dans le donc registre. c'est pas comme le GPedit. Le GPedit, lui, va modifier, comme tu Oui. l'as dit hier encore. Alors, mais si, parce que ça modifie le registre, Oui, en mais fait, quand on pas clé, au même endroit, quoi. mais pas au même endroit. Voilà, c'est pas au même endroit. C'était... Et alors moi, j'aime bien vous montrer les tâches planifiées, parce que ça explique pourquoi il y a des choses qui se passent sur les machines, et on se dit, mais comment ça se fait que ça s'est arrivé? J'ai rien fait, ça s'est fait automatiquement. Mais souvent, c'est les tâches planifiées qui font ça. Oui. Remarque par ailleurs, en fait, c'est quand Steam se lance. Par exemple. En fait, Voilà. quand on installe Steam, par défaut, on nous demande voulez-vous lancer Steam au démarrage. Oui. Et je sais qu'on peut le configurer Steam en même pour dire bah non, c'est en fait le démarrage. Donc en fait, on peut aussi lui dire en tâche planifiée d'associer Steam à cette tâche planifiée pour dire bah non, en fait, tu lances pas au démarrage ou tu lances. Mais quand tu dis on peut le demander, c'est qui on? C'est toi ou c'est les développeurs qu'on fait Steam? Alors, là, en fait, il y a deux réponses. C'est que
les développeurs nous permettent, utilisateurs, de lancer Steam au démarrage. Oui, mais Et nous, en fait, toi, on- en tant qu'utilisateur, quand tu installes Steam, c'est juste une case à cocher dans Steam. Ouais. Mais que fait Steam? Mais il se... Est-ce que Steam crée une tâche planifiée? Est-ce que Ah. Steam modifie la clé run? Il fait ça. C'est sûr, c'est sûr. Hein. Alors, c'est sûr, Steam agit sur ton système. mais- Mais où? C'est Ben, je sais pas. Les deux sont possibles. Les Ça, deux sont possibles. moi, les réponses- C'est peut-être la clé run, comme on a vu hier, qui a été modifiée. La clé run dans HK Local Machine. Ouais, Ou la clé run dans HK Current User. ça comprend. Ah bah ça, je ne sais pas. Non mais voilà, si tu veux, on peut se poser la question. C'est ça. On peut se poser la question. Donc, Parce que, est-ce que quand tu installes Steam, Steam va se lancer et pour toi, ou pour n'importe quel utilisateur qui se log sur ta machine? Mais du coup, ça, c'est la Je sais bonne pas. question. Mais je vais extrapoler la question, c'est que là, on parle de Steam parce que c'est un logiciel qui est gentil, C'est un bon exemple. mais si on parle d'un logiciel qui est malveillant, on va dire, qui se lance au démarrage, on peut être dans trois... il faudrait peut-être, je sais pas comment on pourrait dire, Oui. le désactiver de trois manières différentes. Oui, Tant dans le- tout dans à le fait, cache, tout tant à fait. que Dans le, ce qu'on a vu là, le- Et puis si ça se trouve, il est dans les trois. Et ça se trouve, ouais, il est dans Parce le qu'il est trois. malveillant. C'est ça. Et si tu es donc un... Oui, d'accord, ouais. Si tu es quelqu'un de malveillant Oui. qui fabrique des logiciels malveillants, Et tu pas- vas essayer de te foutre partout. bah, Donc oui, on te tu dit- vas te mettre dans la clé run. Oui, tu vas te créer une tâche planifiée pour être sûr d'être lancé tout le temps. bah, c'est ça. Donc, Oui, tu vas te rajouter une ligne dans autoexec.bat. Bon, qui n'existe plus, mais bon. tu vas te Mais du rajouter. coup, quand on va devoir le supprimer, enfin supprimer ce lien, il faudra prendre conscience qu'on doit supprimer peut-être à au moins trois endroits. Exactement. Et je sais pas, dire, exactement. c'est peut-être un peu maladroit, mais supprimer, je reviens une répétition dans le répétition, je sais pas, c'est un truc qui se fait. Supprimer dans les Tu répétitions. sais, par exemple, on le supprime, mais dire, on supprime la tâche de lancement, enfin, on lui dit qu'il se lance pas au démarrage. Ouais. Il n'y a pas. Enfin, après, non, je m'inventer un truc que je connais pas trop, donc je vais m'arrêter. Bon, on s'arrête là si tu Je veux. sais pas, j'allais me planter, je sais pas où j'allais, donc j'allais me planter, je préfère, au lieu de me planter, bah, Tu sais, il y a des gens, ils savent pas où ils vont, ils cherchent des raccourcis qu'ils n'ont Et jamais en- trouvés, en fait, la question mais qui ils tombent pose, sur c'est des tout- choses bizarres. Hein. Tout dépend de la manière dont il est configuré. On peut supprimer une tâche, mais avoir une tâche en sous-jacente de ce lien, Une deuxième, qui devient qui se. qui lance, bah, tu l'as vu, Ouais, dans les actions, là, moi je vous ai fait lancer quoi? Voilà, dans les actions, on a démarré un programme, mais regarde ce qu'il y a écrit. Il y a écrit programme ou script. c'est ça. Et si dans Alors on le- les a pas vus encore les scripts, mais si dans mais le- les scripts ça fait tout ce que tu veux, hein. Ou tout ce que veut le malveillant. le créateur du script, en fait. Et le créateur du script, il peut faire des scripts qui recréent une tâche planifiée. Hein. Donc oui, ça veut dire que bah, des fois il y en a partout. Alors, donc moi c'était surtout le déclencheur que je voulais vous montrer. Voilà, il y a beaucoup de choses au verrouillage. Quand vous verrouillez, bim, il y a une tâche qui se lance. Qui fait un del /s. Et ça vous efface tous vos fichiers quand vous déverrouillez. Ah, ça peut faire plein de choses. Hein. Ça peut faire plein de choses. Donc là, attention à ça. Et donc, il y en a déjà des tâches planifiées. Il y avait déjà des tâches planifiées. Donc là, je vois du, je sais pas, OneDrive Reporting. Alors, bah, que fait cette tâche? Que fait cette tâche? Le déclencheur, c'est quoi? Bah, une fois. Voilà. Après le déclenchement, et tous les jours à 1h du matin, indéfiniment. Super. C'est quoi son action? Elle démarre un programme. Voilà. Et le programme, c'est le OneDrive Standalone Updater.exe. Voilà, je sais ce que fait cette tâche-là. Elle me démarre un programme. Quand? À 12h le 22-04. J'aurais une autre question. Oui. Là, moi, je lance en tant qu'administrateur de mon PC par rapport à Oui. ça. Est-ce que, À tes souhaits. c'est forcément un admin qui peut toucher à ce genre de tâches? Non, 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 non. Un utilisateur peut se créer une tâche planifiée s'il veut. C'est vraiment- Et on peut faire pour chaque utilisateur des tâches planifiées différentes. Ok. Donc, si vous devez faire une enquête sur un comportement bizarre ou aléatoire d'un poste, je vous invite fortement à aller faire un tour dans les tâches planifiées pour vérifier qu'il n'y a pas justement une tâche malveillante qui a été installée. Quelque chose qui n'a rien à faire là. Ou se dire aussi, bon, je vois là, j'ai
j'ai un truc qui s'appelle maintien votre logiciel Microsoft à jour. Donc c'est Microsoft Edge Update. Donc c'est ce qui met à jour Edge. Bah, j'en ai pas besoin. Bah, vous pouvez la supprimer. Voilà. Donc ça fait partie des optimisations qu'on fait des fois sur les systèmes Microsoft. J'ai déjà vu plusieurs forums ou autres procédures d'amélioration de Windows où ils vous disent il y a des services à désactiver, on en a déjà parlé, et il y a des tâches à supprimer dans le gestionnaire des tâches, parce que c'est des tâches qui vont ne servir à rien ou lancer les fameux espions qu'il y a dans Windows qui vous surveillent tout ce que vous faites et qui vous envoient tout chez Bill. Donc en supprimant les tâches planifiées qui vont bien et en supprimant les services qui vont bien, enfin désactivant les services, vous allez alléger votre Windows. Attention à pas trop en enlever. Hein. Me dites pas, je comprends pas, mon OneDrive il fonctionne plus, il se synchronise plus. Tu m'étonnes, tu as supprimé la tâche de synchronisation du OneDrive. Donc forcément ça se synchronise plus. Ça peut être un exemple de panne, ce genre de choses. Parce qu'on les a désactivés. Ça c'est mal. Sur votre hôte, vous en avez des tâches planifiées? Oui. Oui? Très peu. Non, il y a beaucoup. Allez, je compte bien. Alors, on a du OneDrive, du Intel, du Edge, du OneDrive. Bon, ça va, j'ai que du rapport de tâches de OneDrive. C'est pas trop grave. J'avais peur qu'il y ait Steam et tout qui s'affiche. Heureusement que je l'ai désinstallé. Là, c'est de la bouche. Donc voilà, donc à connaître ce planificateur de tâches qui va vous permettre de, soit vous de créer des tâches pour exécuter des actions régulières sur des machines à l'ouverture de session, au démarrage, à une heure précise, un jour précis, avec ou sans régularité. C'était le cas avant. Dans le planificateur de tâches, vous pouviez lancer la défragmentation. On pouvait créer une tâche qui lançait la défragmentation automatiquement toutes les semaines. C'était le mercredi que c'était avant. Bon, aujourd'hui, elle a été enlevée cette tâche, vu qu'on a plutôt des SSD et que ça va abîmer les disques plutôt qu'autre chose. Mais avant, c'était conseillé de faire ça. Créer une tâche planifiée de défragmentation. C'est là par là, ça les sauvegardes automatiques. C'est pardon? Si on veut faire des sauvegardes, oui. On va passer par là? Non. On va passer par l'outil sauvegarde. Mais si on veut planifier régulièrement des sauvegardes, l'outil sauvegarde va créer une tâche planifiée. Donc on passe par là. On passe par là. Alors, tu pourrais la faire, mais alors ce qui est compliqué dans la tâche planifiée, dans ce que tu veux faire, c'est l'action. C'est le déclencheur. Il va falloir lancer, oui, sauvegarde, mais il y a plein de commutateurs. Et là, il faut les connaître. Donc, si tu les connais tous, oui, tu peux passer par là. C'est plus facile de passer par l'outil de sauvegarde de Windows. Je pense. À mon sens, c'est. Alors, tant qu'on est là, on va parler d'un autre outil qui est très important. C'est celui-là. C'est l'observateur d'événements. Alors, l'observateur d'événements, c'est un outil qui va vous permettre de savoir ce qui s'est passé sur votre machine, dans laquelle vous allez avoir un certain nombre d'événements. Alors, on commence à rentrer dans la partie dépannage. Ça va faire partie souvent des trucs qu'on va vous demander d'aller vérifier. Alors, évidemment, ça ne s'invente pas, hein, vous serez guidé pour ça, mais on va vous demander, pour vérifier certaines choses, allez vérifier quelque chose dans l'observateur d'événements. Donc, l'observateur d'événements, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient ce qu'on appelle des journaux. Les journaux, c'est un journal qui contient des articles. Et là, c'est pareil. C'est un journal qui contient des événements. Donc, quand il se passe quelque chose sur votre machine, c'est tracé. Vous vous souvenez, il y avait un des piliers qui s'appelle traçabilité. La traçabilité, le résultat de la traçabilité, là où ça s'écrit,
Ben, une grosse partie, c'est dans l'observateur d'événements. Alors, il se remplit tout seul, hein, l'observateur d'événements. C'est pas vous qui créez des événements dedans. Et donc, cet observateur d'événements, il va marcher comment? Ben, il va vous fournir soit des messages informatifs. Donc, les messages informatifs, c'est une information pour vous dire, il s'est passé quelque chose, un événement. Soit, il va vous donner des avertissements. Donc, les avertissements, c'est pour vous dire, attention, avertissement, danger. Soit, il va vous dire, bah là, il y a eu un plantage, et là, il y a eu une erreur. Donc, c'est les 3 types d'événements qui sont stockés dans l'observateur d'événements. Donc, soit des messages informatifs, tout va bien, des messages d'avertissement, attention, ça commence à craindre, et des erreurs. Bon, bah, c'est facile, l'erreur, il y a un truc à planter. Donc c'est là qu'on va dans l'observateur d'événements, bah, quand il y a justement un comportement bizarre, des plantages, des erreurs dans Windows, et on voudrait savoir d'où ça vient. On voudrait mener une enquête, on voudrait être plus précis dans notre dépannage, et bien on va aller voir dans l'observateur d'événements. Alors je vous ai dit, on va l'utiliser pour un dépannage, mais pas que, des fois ça sert de confirmation. C'est-à-dire que vous allez faire une modification sur Windows, et cette modification déclenche un événement, et on vous dit, pour vérifier que tout soit bien passé, allez vérifier que tel événement est arrivé. Alors, je vais prendre un message au hasard, hein, je prends n'importe lequel, et on vous dit, bah, vérifiez que l'heure du système, blablabla, est passée. Bon, non, je ne devrais pas prendre cet événement-là. J'ai un kernel, voilà. Voilà, imaginez que vous avez déclenché une synchronisation de fuseaux horaires. Bah là, vous avez un événement, les informations des fuseaux horaires ont été actualisées. C'est le décalage fuseau horaire actuel est de moins 120. Voilà. C'est une information, ça, c'est tout. Donc vous avez du blabla dedans, dans les messages de l'observateur d'événements. Vous avez aussi voilà, une source. Donc là, la source, c'est kernel général. Et vous avez un numéro d'événement. En général, les numéros d'événements sont tout le temps les mêmes. Ça veut dire qu'ils se reproduisent. Un grand classique dans les observateurs d'événements, on va vous dire, cherchez l'événement 24. Parce qu'à chaque fois qu'il se reproduira, ce sera toujours 24 éléments. Cherchez l'événement 1002. Cherchez l'événement 412. Voilà, vous aurez toujours les mêmes numéros. Donc, on va trouver des événements. On va trouver des avertissements. Donc, je vais prendre cet avertissement qui me dit le service de temps est réglé avec un décalage de... Voilà, donc là, pourquoi c'est un avertissement? Parce que le décalage, il est trop important. J'ai un décalage avec le service de synchronisation horaire. Alors, c'est normal que vous ayez ces erreurs-là, c'est parce qu'on n'est pas connecté à Internet. Donc, la machine ne peut pas se synchroniser avec une source de temps externe. Mais c'est bien, comme ça vous fait plein de messages. Et enfin, j'ai une erreur. Donc, le service de temps, tiens, on retrouve le mot service, un de mes services qu'il y a dans Windows, a détecté que l'heure doit être modifiée de 0 secondes. Le service de temps ne va pas modifier l'heure. Vérifiez que votre heure, votre fuseau horaire sont correctement connectés. Donc là, il a un problème de synchronisation horaire. Ce qui est tout à fait normal. Hein. On n'a pas Internet. Mais c'est un message normal. Donc ça peut être souvent, grâce à l'observateur d'événements, que vous allez trouver la raison du problème. Grâce aux différentes erreurs qu'on va avoir dedans. Donc comme je vous l'ai dit, dans l'observateur d'événements, vous avez des événements, et des événements, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, parce que si vous allez dans l'ascenseur, là, il y en a eu vraiment beaucoup. Oh là là, là j'ai beaucoup d'erreurs qui sont arrivées, etc. Donc, quelque chose qu'on fait souvent dans les observateurs d'événements, c'est qu'on les filtre. Et le filtre, il est à droite. C'est le petit entonnoir. Donc, je vous invite à cliquer sur le petit entonnoir pour filtrer le journal. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les événements critiques et les erreurs. Donc, je vais juste cocher ici, critique et erreur. Parce que les messages d'information, ça ne m'intéresse pas. C'est ceux quand tout va bien. Les avertissements ou les commentaires, ça ne m'intéresse pas non plus, parce que moi, je veux vraiment les erreurs. Donc, vous cochez juste ici, critique et erreur. Et là, vous avez que les rouges.
Là, j'en ai déjà moins. Bien évidemment, quand vous êtes en train de mener votre enquête, vous regardez la date et l'heure de l'événement. Hein. Si l'erreur qui est remontée là, c'était une erreur d'il y a 3 semaines, il y a peu de chances que ce soit ça qui vous pose votre problème. Ce qui m'intéresse, c'est les erreurs récentes. Par exemple, j'ai redémarré ma machine, je vais chercher les erreurs depuis le redémarrage. Vous voyez toujours mes time service, c'est toujours ça. J'ai dit distribution du VDS, etc. Donc ça aide beaucoup hein, quand on fait des dépannages, quand on est un peu perdu. Allez voir les observateurs d'événements. Et je vous le dis, vous verrez ça dans vos procédures. Hein. Vous verrez ça dans les entreprises dans lesquelles vous allez travailler. Ils vont vous dire, ben voilà, dans la procédure, il y a aller chercher cet événement dans l'observateur d'événements. Parce qu'on sait que cet événement, ça veut dire tel truc, tel truc, tel truc. Donc il faut aller chercher dans les observateurs d'événements. Alors, j'ai pas détaillé, mais là je suis dans le journal système. Ce sont les événements qui concernent le système. Le journal application, c'est les événements qui concernent les applications, c'est facile. Installation, c'est quand vous installez le logiciel. Sécurité, c'est quand on a des options de sécurité d'audit qu'on n'a pas mis en place. Et les événements transférés, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis jamais allé dedans. Je détaille un peu plus mon observateur d'événements. Les journaux Windows. Est-ce que vous êtes chaud? Mais oui, c'est exactement ça. Donc vous avez les journaux Windows, donc c'est les journaux principaux. Si vous descendez en dessous, vous avez les journaux des applications et des services. Donc là, vous allez tomber plus détaillé. Là, j'ai le journal concernant Internet Explorer, concernant le gestionnaire de clés. Et puis là, dans Microsoft, Windows, bah là, il y en a beaucoup. Parce que là, vous avez les services Windows. Donc vous avez carrément des journaux dédiés pour les services. Alors, l'intérêt ici, c'est de faire une recherche plus ciblée. Par exemple, voilà, il est où mon... Voilà, j'ai mon client DHCP. Ben là, voilà, je suis descendu jusqu'au service client DHCP qu'on avait vu dans les services. Hein. Et là, j'ai les événements propres au client DHCP. Ouh là là, putain, j'ai des erreurs sur mon client DHCP. Hein. Le réseau n'a distribué aucune adresse. Votre ordinateur, vous l'avez... Et ben voilà, voilà. Donc là, vous voyez, la traçabilité. Il y a Dora qui s'est lancé. Il n'a pas récupéré d'adresse IP. Ça a généré un événement d'erreur dans l'observateur d'événements. Donc on sait qu'il y a eu quelque chose à telle heure, à tel moment. Voilà, le 23 à 15h39. Votre ordinateur n'a pas obtenu d'adresse auprès du serveur DHCP. Dora s'est perdu. Pardon? Rien. Ouais. C'est méchant pour Dora. C'est méchant pour Dora, voilà. Ouais. Faut bien aussi avec Dora. Donc, je vous le redis, dans vos procédures, soit on va vous dire, allez dans l'observateur d'événements, application ou système, chercher un événement précis, soit plus précis encore, vous allez dans journaux des applications de service, un journal d'une application dédiée, ou dans Microsoft, Windows, et descendre jusqu'à un service en particulier, chercher un événement pour ce service-là. Soit l'événement il y est, soit il n'y est pas, soit je cherche les erreurs liées à ce service-là pour m'aiguiller. Alors, comme l'a dit Petit Topo, des fois, dans l'observateur d'événements, l'événement c'est erreur 48. Bon, alors, erreur 48, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou. Là, on le voit pour le DHCP. Le DHCP, il a bien dit. Il a essayé de chercher une adresse IP, le serveur n'a pas répondu. Bon, là, évidemment, c'est un peu parlant. Mais alors, des fois, voilà, si l'erreur, c'est, voilà, j'ai pas tout ce texte-là, il y a juste écrit événement 34, erreur 48, ben là, vous n'avez pas le choix. Internet est votre ami. Vous allez rechercher. Il y a des sites qui centralisent toutes les erreurs. Et qui vous disent chaque erreur, ça veut dire tel truc. Donc, faites attention, quand vous faites des recherches sur les erreurs dans l'observateur d'événements, écrivez bien la source. Là, dans mon exemple, c'est time service. Parce que les numéros d'événements, parfois, vous en avez qui sont communs à plusieurs services. Donc l'erreur 34, le DHCP, il peut l'avoir aussi. Le DNS, il peut l'avoir aussi. Donc mettez bien dans vos recherches événements, erreur, source, time service, code 34. Et là, vous aurez plus de détails dessus.
Pour avoir une vision un peu plus rapide de l'état de santé d'une machine, je vous invite à appuyer sur le bouton démarrer et d'écrire fiabilité. Si vous écrivez fiabilité, il doit vous proposer afficher l'historique de fiabilité. Et si vous ouvrez afficher l'historique de fiabilité, le faites pas. Faites-le sur votre hôte. Parce que là sur la VM ça va pas être parlant. Je vais le faire sur mon hôte. Ah bah là c'est mieux. Voilà. Donc le moniteur de fiabilité, hein, l'historique de la fiabilité, c'est un graphique qui remonte dans le temps. Faites-le sur votre hôte, hein, pas dans la VM. Parce que vos VM elles sont pas assez vieilles. Elles ont que 4 jours de vie. Donc il ne s'est pas passé grand chose dessus. Faites-le plutôt sur l'hôte et là, vous voyez, là sur mon hôte, bah, ça vous détaille chaque jour ce qui s'est passé. Et vous avez les événements importants, les avertissements importants, voire les erreurs. Et en haut, vous avez une courbe. Moins il y a d'erreurs, plus la courbe monte. À chaque fois qu'il y a une erreur, la courbe descend. Alors, moi c'est un outil que j'adore utiliser quand on m'appelle en me disant ouais, ma machine est RAM, elle plante, c'est l'horreur, je dois la rebooter 4 fois par jour. Ok, moniteur de fiabilité. Et là vous voyez, finalement, tous les plantages, ça fera descendre la courbe. Donc si la courbe elle est tout en haut, Brigitte est une menteuse. Non, son PC il plante pas du tout. Si par contre vous avez plein d'erreurs, bah, la courbe elle va descendre. Et effectivement, je verrai chaque fois, ben voilà, par exemple ce jour-là, hop, j'ai cliqué sur le jour où il y avait la croix rouge, ici, j'ai cliqué là. Et l'erreur critique, c'est Microsoft Visio. Voilà, il s'est arrêté. Donc je sais que ce jour-là, Visio a planté. C'est parce que t'es sur Windows 11. Ouais, je trouve pas fiabilité. Tu l'as fait sur l'autre? Oui, sur l'autre, ouais. Bah si, fiabilité, il y a moniteur de fiabilité. Ah oui. Vous l'avez pas trouvé? Si, si. T'appuies sur ton bouton Il est- démarrer sur ton autre. Et t'écris fiabilité. Ou t'écris moniteur de historique de la fiabilité. Allez, supprime un peu. Un peu encore. Encore. Je l'ai vu encore. Là. Ah, je suis pas chez toi. C'est bon, c'est bon. Ouais, il est là. Ah, non, attends, mais je te vois plus là. Ah, je suis aveugle. Ah. Il est là. Ouh, ça perd l'hypopète. Ouh, c'est pas très fiable tout ça, dis-moi Anas. Voilà, donc par exemple, si tu cliques sur un jour où il y a une croix rouge, voilà, bah t'as cliqué ce jour-là, tu vois en bas, je sais ce qui a planté. On voit qu'il y a System Setting Broker et Type VNC Viewer qui a planté. Là, C'est Nas, pas Packet Tracer? je suis pas chez toi là. T'es bien le 2 là. On voit rien, nous. Ouais, je te vois plus en fait. Vous ne voyez plus. Ouais, je vois tout ton écran. Si, mais. Ah, si, c'est bon, c'est bon. Attends, Vous là, voyez que la est-ce que moitié vous de voyez l'écran, mon mais là, moniteur c'est bon. bouger là? Non. Non. Non? Là, on voit l'écran de. La flèche de bloquer en mode comme si vous l'agrandir. La fenêtre. Avec le moniteur, mais c'est Je le vois plus. Vous voyez plus mon écran? Ah, c'est Si. la vie. Alors C'est attendez, bon. est-ce que On vous voit voyez Paint. mon écran? Paint. J'ai mon PC qui a privé. Je suis en train de dessiner quelque chose. Bah, moi aussi, mon PC. Il est là aussi. Tu vois pourquoi? Ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Il a privé mon PC. Bah, moi aussi. Tout vos. Tout. Parce qu'il change Oh putain. C'est une fleur de lys. les alertes. Ah. Non, alors, vos PC ont frisé? Non. Ouais, Ah, ben moi, le mien, oui. Hein. Moi, il pique rien comme ça. Ah, c'est bon. Non, c'est plutôt. J'ai cliqué sur propriété. C'est mon stream qui a planté? C'est un VNC là, je sais pas quoi là. Une taille VNC. Mais, Enfin, moi, j'ai été éjecté aussi. On va voir si je le vois. ah bah c'est moi qui a planté. Ben, Ah, on ça y est, a- on voit le PSG. Non, ouais, c'était bon. Mais ça y est, je vois tomber ça maintenant. Bougez la. Ah ouais. Ouais, mais c'est. Bah je sais pas, il est quelle heure? 10 heures. Y aurait-il un événement particulier qui devait se Paint. déclencher à 10h? Oh fuck! Ah, Paint. Ça a planté toutes vos machines en fait? Ah ouais. Oh fuck alors. Mais. C'est bizarre. Bah, moi je sais pas quoi vous dire. Hein.
Juste que Paint il s'est lancé, alors moi je fais des dessins. Hein. C'est pas du tout un chichi. Paint il s'est pas lancé dans vos VM? Si, Ah, Donc elle capote, sauter, pardon. elle sautait. Ah, mon café, il file. T'as tout cassé. J'ai juste désactivé le mise à jour de Windows 8, il a pas supporté quoi. Non. Non, parce que moi je suis pas en train de regarder des trucs bizarres sur l'ordinateur. Pas comme Jérém, qui regarde des trucs. Je suis désolé. Du coup, là quand j'ai mis, moi, là où j'ai appuyé, là où il y a un croix Jamais rouge, le être. Non, je crois que c'est rouge chez nous. Arrête. Alors attends, est-ce que tu es revenu à la vie, Nas? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit plantage général là. Putain, comment ça? Parce que... C'est lié à quoi? Alors, est-ce que je suis chez toi, Nas? oui. Je vois un moniteur de fiabilité, c'est ça? Oui, c'est ça. T'as cliqué, oui, voilà. Paquet traceur exécutable, il a planté. C'est ça le truc. Fonctionnement arrêté. Ouais, voilà. Bah, il fonctionnait et il s'est arrêté. Alors, évidemment, il y a écrit fonctionnement arrêté. Tu peux croire que bah, il s'est arrêté normalement. Bah non, sinon il n'y aurait pas la Croix-Rouge. On est dans un événement critique. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que paquet traceur, il a planté. Donc si tu vas par contre, voilà, bah, va sur celle-là. Là, c'est Tide VNC qui a planté. Et je vois un Forti client VPN le même jour. Hein. Tu vois, il y a un avertissement, échec de l'installation. Donc apparemment, ce jour-là, tu as essayé d'installer Forti client. Mais Non, mais tu vois, non, ce que je veux juste dire, c'est qu'on a la traçabilité automatique. Avant-hier, Voilà. il s'est remis Donc, en fait. moi, pourquoi je vous ai dit que j'aimais beaucoup cet outil? Parce qu'avec ça, Brigitte, elle peut pas mentir. Elle peut pas mentir. Du coup, si je peux donner une définition exacte pour cet outil. Et ben, ça affiche l'historique de la fiabilité. C'est quoi? Bah, tu peux dire que c'est un détecteur de mensonges. Ça, c'est pas mal. Ça permet d'humilier Brigitte. Ça, c'est bien. C'est un humiliateur de Brigitte. C'est un détecteur de vérité. C'est pas mal. Mais en fait, il s'appuie sur l'observateur d'événements, en fait. Donc, il sort les événements principaux et il vous les affiche. Donc, ça vous donne un état déjà de fonctionnement de la machine plutôt pas mal. Ah, c'est souvent ce que je fais en premier. Sur une machine, je fais bon. Parce que c'est le moniteur de fiabilité d'usage en fait. Et de la machine. Oui. C'est pas mal. Hein. Ah bah oui, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien. C'est bien parce que lui, il ne ment pas. Alors bon, il remonte pas sur 2 ans. Hein. Je crois qu'il y a 2-3 semaines d'historique hein, dans le moniteur de fiabilité. Mais au moins, voilà, je sais déjà la tête du truc. S'il est à 2, je vois qu'il y a des croix rouges tout le temps et la courbe elle est en bas. Je fais ah bon, il va y avoir du boulot là. Là, il va falloir aller chercher dans l'observateur d'événements parce qu'il doit y avoir des erreurs régulières. Donc quand c'est haut comme moi, il y a trop, c'est-à-dire dans mon cas, il y a trop de... Il faut finir la phrase. Non, la note 10, c'est une très bonne note. Regarde la courbe. Oui, j'ai vu. À chaque fois qu'il y a une croix, elle descend. Ah ouais. Et là, regarde la période du milieu. Oui, je vois. Tu vois, il n'y a pas eu de croix rouge, donc ça a monté. Ça a monté. Ça a monté. Jusqu'à 19 ou... Voilà. Bah là, il y a une panne, il y a une panne. Donc t'imagines si tu as des croix rouges tous les jours, bah à chaque fois, ça va descendre. Ça va descendre et là, ça montre. Bah, est-ce que c'est fiable? C'est pas très fiable si ça plante tout le temps. Si ça plante tout le temps. Et c'est là où tu vois, si Brigitte, vous avez un ticket d'intervention, il appelle et dit j'ai Word qui plante 3 fois par jour, mais là on le voit tout de suite. Là tu auras les croix rouges, à chaque fois il y aura écrit Word a cessé de fonctionner, Word, tu vois il y a écrit fonctionnement arrêté, Word fonctionnement arrêté, Word fonctionnement arrêté. Ah, effectivement, je vois que votre Word il plante tout le temps. Ça se voit, ça se voit tout de suite, donc c'est assez pratique. Et t'as 2 petites flèches à droite. Enfin, bah, là c'est surtout celle de gauche parce que celle de droite. Bah là non, tu peux pas aller dans le futur. Il faut que tu ailles dans le passé à gauche. Voilà. Donc tu peux remonter. Tu vois, là il y a eu un jour, il y a eu un gros clic parce que ça a planté 2 fois. Tu n'as plus de réponse du PID desktop.exe. Voilà. Par contre, en dessous, ça c'est intéressant,
il y a eu plein d'événements. Donc, il y a eu des Windows Update, il y a eu des reconfigurations d'applications de type VNC. C'est intéressant parce qu'on sait aussi ce qui s'est passé, en particulier des installations. Quand les installations sont bien passées, ça crée un événement. C'était le premier jour de la formation. Bah, il y a eu peut-être plein de choses qui ont été installées. Donc là, il y en a, on va voir, il y aura écrit Steam, il y aura écrit Steam c'est bien installé, il y aura écrit Origin c'est bien installé, Epic Game Launcher c'est bien installé. Enfin, tout ça. C'est passé des choses ce genre-là. Et ça, c'est beau. Ah, mais j'ai perdu le chat. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Avec Paint, on va faire des beaux logos. Ouh, mais je crois que ma machine, il va falloir que je la redémarre. Hein. Enfin, qui c'est? Le clavier ou la manette? Ouh, mais je suis tout planté. Ah! Ah! Mhm. Je crois que j'ai un dysfonctionnement du système. C'est incroyable ça. Juste au moment où je voulais voir le gestionnaire des tâches, je vais devoir l'utiliser. C'est fou ça. Putain, ils sont forts ces lutins. Ok, donc là c'est planté. Et le stream il fonctionne toujours. Il doit plus trop fonctionner. Ouais, parce que là, je sais pas ce qu'il envoie. Bon, bah tu sais quoi? On va rebooter tout ça. Hein. Ah, mais si, il était derrière. Je reboot. Regarde mon client 2 là. C'est pas grave, je vais faire l'autre. Alors justement, quand on est dans des cas comme ça, notre ami s'appelle le gestionnaire des tâches. Donc pour briller en société, vous allez bien évidemment utiliser la touche de raccourci qui lance le gestionnaire de tâches. Contrôle Alt-Sub. Faux. Contrôle Shift Escape. Contrôle Shift Escape. Contrôle Shift Escape. Et putain, ma machine elle est plantée. Sans déconner. Oh là là. Pourquoi ça marche pas? Ah, j'ai mes touches de raccourci qui passent plus dans les VM. Enfin, à moitié. Oh, chiotte. Alors, attention au gestionnaire des tâches au pluriel. Parce que entre celui de Windows 10 et celui de Windows 11, vous n'avez pas le même. Donc, comme on l'a dit, bah, il faut que vous connaissiez les deux environnements, hein, Windows 10 et Windows 11, parce que vous allez certainement travailler avec les deux. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas le gestionnaire des tâches? Oh bah ça va, tout le monde connaît, c'est facile. Donc mon gestionnaire des tâches, qu'est-ce qu'il contient? Bah, il contient mes tâches. Alors, bah, comme j'ai rien lancé dans ma VM, évidemment, j'ai pas de tâches dedans. Hop. C'est la calculatrice et on va lancer le bloc-notes. Comme ça, j'aurai des applications qui seront lancées. Ce sera mieux. Voilà. Donc, lorsque j'ai des tâches qui sont
planter des programmes qui sont plantés, je vais tuer les tâches en faisant clic droit de souris, fin de tâche. Je suppose que c'est une action que vous connaissez très bien. Alors, ce qui va être intéressant, c'est quand même d'appliquer sur plus de détails. C'est chiant. Essaye d'en laver. Parce que je faisais ça, et ça sortait sur l'autre. Donc la différence de présentation entre les deux, bah, c'est que dans le gestionnaire des tâches de Windows 10, vous allez retrouver le tri par onglet, alors que sur Windows 11, ils ont mis les onglets verticaux à la place de les mettre horizontaux. Et c'est plus des onglets, c'est des petits icônes. Oh, j'ai carrément le gestionnaire de tâches qui a planté. Pas possible ça. Alors, premier truc, si vous avez donc affiché les détails, donc vous allez avoir le détail des applications qui sont lancées, plus les fameux processus en arrière-plan. Alors, les processus en arrière-plan, c'est quoi? C'est les services de où? C'est Les services? Par exemple, voilà, c'est ce qu'on avait vu, tous les services avant-hier qui se lancent automatiquement, ou les tâches planifiées, elles s'exécutent en arrière-plan, on ne les voit pas, hein. Ce n'est pas des programmes qu'on voit au premier plan, mais ça s'exécute quand même. Donc c'est tous les fameux espions de Windows, mais aussi plein de processus qui prennent des ressources. Et les ressources, on les a ici. En haut, vous voyez. Ah oui, mais ça va planter aussi. Oh là là, oh là là. Vous avez le pourcentage d'utilisation du processeur, de la mémoire, des disques et du réseau. Hop, on retrouve ça de côté. Ouh, bah moi je vois que j'ai beaucoup de processeurs utilisés hein, de mon côté de mon Windows 11. 70, ça commence à faire beaucoup. Hein. Qui c'est qui me le prend? Ah, c'est TideVNC qui me mange tout. C'est lui. C'est lui le coupable. Un quart de ma puissance est mangé par TideVNC. Oh là là, plus même. Hein. Oh là, j'avais 100% de processeur, c'est beaucoup là. Ah là, c'est beaucoup là. Ça va être tout noir. Ah, chérie, ça va couper. Ah, c'est pour ça que j'ai une machine qui est sur les genoux là. Hein. Ah, c'est vous là, vous êtes tous connectés à mon écran là. C'est normal. Mais au moins c'est bien, je vois qui est le coupable et il descend pas. Hein. Il reste en top user. Hein. Enfin, vivement la pause que je redémarre tout ça. Très bien, donc c'est intéressant pour savoir bah, donc, qui est l'utilisateur, le processus pardon, qui consomme le plus de mémoire vive, qui consomme le plus de mémoire, pourcentage d'utilisation du processeur, de mémoire vive ou de gestion de disque ou de réseau pour pouvoir lui faire sa fête ou analyser et essayer de comprendre pourquoi bah, mon TideVNC il prend tant de ressources. Parce que là ça fait beaucoup, non? Alors, moi ce qui m'intéresse après, plus dans l'usage normal, c'est quand vous avez vos applications, donc vous connaissez le fin de tâche. C'est aussi la réponse à une question qui m'était posée. Comment je sais où sont installés les logiciels? Et bien, je peux l'avoir ici. Ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, dans votre gestionnaire de tâches, vous lancez un logiciel n'importe lequel, et vous voulez savoir où il est installé, bah vous faites ouvrir l'emplacement du fichier, et ça va vous ouvrir l'explorateur de fichiers, et ça va vous sélectionner le fichier. Donc là, je sais que déjà l'exécutable du bloc-notes, c'est notepad.exe, et qu'il est dans Windows System 32. Ça, c'est très pratique pour savoir où sont les logiciels, comment s'appellent les exécutables. Parce que là il s'appelle bloc-notes, et je vois qu'il s'appelle notepad.exe. Là, je vais le retrouver. Ça, j'aime bien. Clic droit, non? Pardon? Clic droit sur l'application, Oui, non? clic droit de souris, ouvrir l'emplacement du fichier. Pas ça sur 11. Clic Y a droit, pas c'est ouvrir l'emplacement du basculer fichier? vers. T'as pas, clic droit de souris, ouvrir l'emplacement du fichier. Non, en fait, quand je descends sur l'historique, j'étais dans l'historique. Ok. Parce que j'avais pas de truc. Alors, voyons voir. Ah oui, mais alors moi je suis planté aux trois quarts. Hein. Moi je peux pas. Bah, tant pis, je peux plus voir vos écrans. Oh, démerdez-vous. Agissez, faites quelque chose. Je suis plus là. Allez, faites quelque chose. Faites quelque chose, je suis pas là.
Moi, je vous ai montré, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, c'est que vous avez fait un truc qui va pas. Allez, analysez, réfléchissez. Windows 6, c'est bon. Windows 11. Dans les tâches, là, vous avez pas clic droit de souris, ouvrir Si, l'emplacement si, du c'est fichier. bon. Eh En ben fait, alors, je suis descendu sur voilà. l'historique au début. Dans l'historique, j'ai pas Mais pu. qu'est-ce que tu fous dans l'historique? Parce qu'au début, j'avais Ah pas non, je veux grand pas chose savoir, moi. d'ouvert. Ah oui, il faut lancer les programmes. Une application. Lancer les applications. Moi, tu vois, j'en ai des applications de lancer. Hein. J'ai du OBS, du Discord, oh là là, C'est la VM, il y a quasiment rien. Eh ben, vous faites comme moi dans la VM. J'ai lancé le bloc-notes, la calculette, l'explorateur de fichiers. Ah, mais ça, vous l'avez pas fait. Ah, mais voilà. Mais évidemment, moi, je l'ai pas fait. Hein, c'est pas pareil. Moi, c'est grisé. Ok, donc, je recommence. Tu peux faire comme moi? Oui. Ok, bah fais comme moi. C'est grisé. Ok, donc, t'as bien ouvert Discord? T'as ouvert un logiciel? J'ai ouvert le document. T'as ouvert le bloc-notes, et sur le bloc-notes, il n'y a pas une petite flèche à gauche. Si. Et quand tu cliques dessus, il n'y a pas bloc-notes qui apparaît en dessous. Si. Et quand tu fais clic droit de souris sur le bloc-notes du dessous, il n'y a pas ouvrir l'emplacement du fichier. Ouais, voilà. Voilà. Je peux plus me connecter à vos machines là. Moi, mon tag VNC il est planté. Alors, vous avez encore pas fait ce que j'ai demandé. Putain de rebelle. Ah, c'est ça les jeunes, hein. Ça n'en fait qu'à sa tête. Donc très pratique le ouvrir l'emplacement du fichier. On a baissé. La VM, elle scintille, la VM. Ma VM, vous la voyez scintiller? Non, la mienne. Ah, la tienne? Non, bah, je crois que la tâche planifiée, là, fallait pas la créer. Hein. Lancer Paint à 10 heures, ça a tout niqué. Hein. On parle que de pain. Ça aurait été le bloc-notes, ça aurait été plus. Ça aurait été un- Bah, je crois qu'il y aurait eu des flammes. Ça aurait brûlé carrément. On y aurait foutu le feu. Lance le Microsoft Store. Non, ça va. Non, vas-y. Non. Après, si tu l'enlèves, ça va. Ça. C'est ça qui fait bugger. Donc, Ah non. c'est tout bugué? Parfait, on continue. Alors, vous avez après un onglet Performance. Et donc sur Windows 11, il est en dessous, il est à gauche. Enfin, si ça affiche des trucs. Oh là 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 là. Ah ouais, donc moi au niveau du processeur, je suis bien charrette. Hein. Ça vous regroupe en fait la consommation de toutes les applications, hein, c'est pas une par une. Donc un moyen de savoir s'il y a des trucs saturés, bah, vous allez directement là. Et là je vois là là mon processeur il est à genoux. Hein. Mon GPU aussi. 46% d'utilisation du GPU. Bon ça c'est OBS. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il montre aussi le processeur. I5. Ah bah ça montre ce que c'est comme processeur. Ouais. Bah t'as plus de détails hein, si tu veux, le nombre de cœurs, graphique, etc. Bon ça, l'historique c'est pas intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Normalement vous avez un onglet qui s'appelle démarrage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Les applications ou les, Qui se lance au démarrage. Et on peut aussi les. On les peut aussi modifier. quoi? On peut les modifier aussi. Oui. On peut enlever des. On peut désactiver des applications qui se lancent au démarrage. C'est ça. Donc ça ne marche que dans un sens. Je peux effectivement, je vois que bah, mon bloc-notes est lancé au démarrage de cette machine. Bon, bah, c'est inutile. Bon, bah, je le sélectionne et je fais désactiver. Où est-ce qu'il... Et là, donc, vous savez où est-ce qu'il va chercher ces informations-là. Il va aller chercher où? Dans le registre, dans la clé run. Oui, mais pas dans les tâches planifiées. Parce qu'on a vu qu'il y en avait plein d'autres. Et elle est où la mise à jour là de Edge? Bah, elle n'y est pas. Donc là, vous voyez le lien avec le registre. C'est dans le registre qu'il va le récupérer.
Tu l'as trouvé où, démarrage? Et bah l'onglet démarrage. Sur Windows. Bah après continue, hein. Hop, c'est celui-là. Application de démarrage. Sur Windows 11, c'est le... Ah oui. C'est le petit compteur. Oh, j'en ai du merdier au démarrage. Hein. Oh putain, Creative Cloud. Qu'est-ce que c'est que ça? Microsoft 365 Copilot. Tu m'étonnes que j'ai tout qui plante, moi. OBS, évidemment. OneDrive, Terminal, Test Server. Ah bah voilà, bah il est lancé lui. Allez, l'updater de... Qu'est-ce que c'est que ça? Xbox. Bon, c'est désactivé. Ben non. Tiens. Bah si, il est désactivé Xbox. Il est désactivé. Ah, on t'a vu le désactiver. Ouais, j'ai désactivé vite fait. C'était un peu... Ah, y a toutes les conneries que j'ai lancées au démarrage. Putain, moi ma clé run elle est pleine. Hein. Oui, du coup, quand on fait désactiver, par exemple, pour le bloc-notes là au démarrage, au prochain démarrage. Ah bah non. Non, maintenant c'est. Ah non, ça y est, c'est désactivé là. Ok. Il démarrera plus le bloc-notes. Alors c'est... Après vous avez le... Alors par contre oui, dans l'onglet démarrage, vous pouvez pas en ajouter. On peut désactiver des programmes au démarrage, mais pas ajouter des programmes au démarrage. Et Windows 11, du coup, on peut juste dire de l'activer ou désactiver si elle est désactivée. On peut activer des nouvelles. Application de démarrage. Oui. Par exemple, moi j'ai sur la VM, j'ai Cortana, elle est désactivée. Oui. Il propose de l'activer, alors que sur Windows 10, on voit que celles qui sont activées au final. Non, alors attends. Non, c'est le type de démarrage qui, pour les applications qui sont prévues, enfin, en clair, c'est ce qu'il y a dans la clé run. Ça. Ok, d'accord. C'est ce qu'il y a dans la clé run. De base. De base. Enfin, pas de base, ou modifié, parce que de base, il n'y a pas bloc-notes. Hein. Non, de base, il n'y a pas bloc-notes. Bloc-notes, c'est nous qui l'avons ajouté. Oui. D'accord. Mais donc, là, moi j'avais dit, regarde, bloc-notes, finalement, je voulais plus. Donc, je l'ai désactivé. Mais il est toujours dans cette liste. Ah oui. Ok. Et si je le resélectionne, Oui. bah, je peux l'activer. Ouais. Moi, ce que j'ai dit, on peut pas en ajouter. Voilà, j'ai pas clic droit de souris et ajouter, parce que je voudrais lancer Steam, moi aussi, au démarrage. Bah, Steam, il est pas là. Ou je voudrais lancer Chrome, voilà, je voudrais lancer mon navigateur au démarrage. Sur la VM, j'ai pas le bloc-notes, c'est pour ça. J'avais pas fait attention. Ah, c'est pas la VM où on a fait la... Ah, bah mets-toi sur l'autre, alors. Oui, non, mais je sais bien, liberté, la France, merde, fuck le système, t'as demandé de faire des trucs, j'en ai rien à branler. C'est sur le serveur. Oui, c'est sur le serveur, je sais, mais voilà, oui, non, mais... Voilà, depuis le début, tu te rebelles. Depuis le début, c'est pas la même chose, et comme c'est pas la même chose, bah c'est pas pareil, je comprends pas, j'ai pas le même. Eh oui, on va la Timmy. Alors, c'est lequel est Timmy? Lequel est Jimmy? Bah t'es le grand, toi, t'es Jimmy. Timmy, c'est moi. Hein. Timmy. Cowboys. Creative Cloud, je l'avais pas vu. Tiens, faudrait que je le déglingue ce truc-là. Désactiver ça. Creative Cloud. Je pas besoin de ça. Ah, copilote, j'en ai pas besoin non plus. Hein. Alors, ça va me libérer. C'est quoi ça? C'est XX process là. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça sent le spyware, ça. Je vais l'enlever, ça aussi. C'est désactivé. Voilà. Appareil mobile. Ça non plus, j'en ai pas besoin. J'ai bien fait de l'ouvrir sur mon autre, ce truc. mmc.exe, c'est quoi ce truc-là? Là, j'en ai pas besoin. C'est mobile. Bon, lui, alors, OBS, OneDrive. Oh là là, voilà. Ça c'est un putain de virus, ça. RKTOUI Services, là. System Security Elf. Oh, ça, c'est un petit virus, ça dégage, ça. Social Stream, ça j'en ai besoin. Ah, il faut que mes trucs porno, moi. Hein. C'est bon, là je suis bien. Alors après, l'onglet utilisateur, bah là vous avez les process par utilisateur. On en avait parlé, vous pouvez être connecté à plusieurs en même temps sur une machine. Donc là, bah, vous avez la liste des processus, mais par utilisateur. Donc on pourrait sélectionner un utilisateur et lui dire, bon bah toi, ton bloc-notes, désolé mec, c'est fin de tâche pour toi. Il prend trop de ressources ton bloc-notes.
Ah, l'onglet détails. Et ben là, il y a encore plus de détails sur encore plus de process. Hop, je retrouve mon notepad, je retrouve mon fin de tâche. Alors, je voulais vous montrer ça. Est-ce que vous vous souvenez, à un moment donné, je vous avais parlé du mode noyau et du mode utilisateur sur les systèmes 32 bits. Et qu'il y en a qui faisaient que quand les applications est plantaient, le système ne plantait pas. Il y avait le système du ticket. Comme quand on va à la pharmacie, on prend un ticket et le ticket le plus petit passe devant l'autre. Et je vous avais dit qu'on pouvait modifier le numéro du ticket des applications. Et bien c'est comme ça. Là, je vais pouvoir aller dans définir la priorité et mon application bloc-notes là, elle se lance avec le niveau normal. Donc, elle a le numéro 15. Si vous choisissez supérieur ou inférieur à la normale, vous allez pouvoir modifier le numéro. Donc inférieur, il va avoir... Alors attention, si vous faites la priorité inférieure, il a un numéro plus élevé. Donc il passera après les applications normales. Si par contre vous lui mettez un niveau supérieur ou haute, par exemple il va passer de 15 à 14 et à 13, attention à ne surtout pas faire temps réel, vous passez en mode noyau. Donc là, cette application, elle va être au niveau des process système, et là, elle plante, Windows plante. Donc à ne pas faire. Ah, ne surtout pas faire. Énorme. Non, il n'y a pas besoin de le noter, c'était juste pour vous le montrer. J'espère bien que dans la vraie vie, vous n'aurez jamais utilisé ça. C'était juste pour rebondir sur ce que je vous avais expliqué, le fameux temps réel et la possibilité qu'on a d'accéder à des niveaux inférieurs ou supérieurs pour les applications. C'est pas trop ça qui m'intéresse. Et en priorité par rapport aux autres. Oui, pour les prioriser. Mais ça veut dire que ton processeur, il est vraiment pas assez puissant pour ce que tu veux faire. C'est plus du bricolage qu'autre chose. Et c'est surtout un truc à ne pas faire, c'est-à-dire définir la priorité et aller en temps réel. Là, c'est plutôt dire Hartung, ne jamais faire ça. Il y en a qui vous disent de faire ça, le faites pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est accéder au service. Tac. Vous avez un onglet service tout au bout. Et là-dedans, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver les services. Alors vous vous souvenez, on les avait les services. Au hasard, je vais prendre le service spooler, on en avait parlé, c'était le spooler c'était le service qui permettait d'imprimer. Il est en cours d'exécution, donc vous pouvez l'arrêter aussi, on retrouve des fonctions d'action sur les services. Mais ce qui m'intéresse, c'est celui-là, accéder aux détails. Ça vous permet comme ça de passer du service à l'exécutable du service. Là, il a changé d'onglet, il est dans l'onglet détails. Et je sais que le service spooler, l'exécutable du service spooler, c'est spool sv.exe. Et j'ai combien il utilise de mémoire, par exemple, combien il utilise de pourcentage de processeur. Ah, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pourriez aussi faire clic droit de souris sur un exécutable et vous faites accéder au service. Il va sélectionner le service qui correspond à cet exécutable. Donc là, apparemment, c'est state repository. Je vais sélectionner. Ça, non, pardon, j'ai cliqué sur le mauvais. Donc comme ça, on passe des détails du service à l'exécutable du service. Je le fais quand, des fois, j'ai des exécutables et je me dis, c'est quoi cet exécutable là? Je sais pas, c'est peut-être un service. Donc je fais clic droit de souris, accéder au service. S'il sélectionne aucun service, il n'y en a aucun de sélectionné, c'est que c'est pas un service. C'est-à-dire que c'est un programme qui est lancé autrement que par un service. Peut-être une tâche planifiée, par exemple. Ou est-ce qu'il est dans démarrage? Non, il n'est pas dans démarrage non plus. Donc là, je vais m'orienter vers les tâches planifiées. Ou calculator.exe, qu'est-ce que ça peut bien être? Si j'allais ouvrir l'emplacement du fichier. Ah, calculator, il est là. Qu'est-ce que c'est que ce programme? Je peux même pas y accéder. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Ah c'est ma calculette.
C'est ça que j'ai pensé. Voilà, vous pouvez donc basculer d'un service au détail d'un service en allant dans accéder au détail. Voilà, c'est svcos.exe parmi tant d'autres. Quand c'est pas quand c'est grisé, les accès au détail, c'est que c'est pas un service, c'est que c'est pas un programme ou quoi. Eh ben non, il est en quel. Pardon. Bah, je sais pas, par exemple là pour sur ma VM là, le self-service, je dis que je touche pas aux autres, j'ai au Bluetooth. Et quand je mets clé droit dessus, il y a pas. J'ai compris, oui. Je peux parler? Oui. Merci. Il est arrêté. Ok. Comme le service est arrêté, il n'est pas démarré, l'exécutable il n'est pas lancé. Bah, comme il n'est pas lancé, il n'est pas dans l'onglet détail. Mais Dans l'onglet détail, il n'y a que les process qui sont lancés. Donc, c'est normal. Ouais, il y en a d'autres. Bon allez, on fait la blague. La blague classique. Est-ce que vous pouvez aller dans l'onglet détail? Dans l'onglet détail, est-ce que dans la liste des détails, vous avez un processus qui s'appelle explorer.exe? Oui. Est-ce que vous pouvez faire fin de tâche sur explorer.exe? Oh my god. Arrêtez le processus. Je suis complètement planté. Moi. Vous avez perdu votre menu démarrer, votre bureau, votre interface, etc. Aïe aïe aïe. Comment est-ce qu'on peut tout restaurer? En relançant. Ah ouais, mais alors le problème c'est que moi dans mon bloc-notes qui est ouvert, j'avais des documents que j'ai pas enregistrés. Comme, non, ah faut pas que je reboote. Non. On le relance via l'invite de commande. On se relance via l'invite de commande et comment on lance l'invite de commande? Ah bah, je suis en train d'essayer de trouver. Ah ouais, c'est pas mal de le relancer par l'invite de commande, mais comment on relance l'invite de commande? Parce qu'on n'a plus de bouton démarrer là. Par le gestionnaire des tâches. Par le gestionnaire des tâches. Et comment on fait pour lancer un programme par le gestionnaire des tâches? Je sais pas. Mais j'imagine peut-être dans service. T'imagines dans service? Eh ben non, c'est pas dans service, c'est dans fichier. Vous avez un menu fichier. Dans le menu fichier, il y a exécuter une nouvelle tâche. Alors sur Windows 11, il est en gros, là, il y a exécuter une nouvelle tâche. Et quelle est la nouvelle tâche que vous voulez lancer? Eh ben non. Vu que l'objectif c'était de relancer l'Explorer, tu le relances directement là. Là, t'es pas obligé de lancer CMD là. Bon, moi je peux plus écrire. On écrit CMD du coup. Non. Non, mais c'est quoi? Explorer.exe. Ah, ok. Du coup, ça marche aussi avec CMD. Je vais faire CMD et Explorer. Oui, alors effectivement, tu peux lancer CMD qui lance le bloc-notes avec lequel tu crées un script qui va te lancer Explorer ou mais non. Mais non, tu lances juste Explorer.exe direct. Pourquoi tu lances CMD pour lancer Explorer? Bah parce que peut-être que je veux lancer d'autres programmes après, je sais pas, j'ai l'habitude de faire ça. Mais alors, c'est pas parce que tu as l'habitude de faire un truc débile mais c'est qu'on peut pas. Mais bien sûr que si c'est débile. C'est débile parce que c'est inutile. Non, c'est pas mais... inutile. Non. Je lance l'invite de commande et puis ensuite je fais Explorer.exe. D'accord. Et si tu lançais Explorer.exe directement? Oui, ça marche. Est-ce que c'est plus rapide? Bah, peut-être que je vais faire autre chose. Oui, non, stop, c'est plus rapide. Est-ce que c'est donc utile de lancer CMD avant? Non, mais ça non, t'as dit non. Mais non. Vu qu'à partir du moment où tu lances l'Explorer.exe, ça a relancé tout le bureau. Ça y est, t'accèdes à tout. Donc tu peux tout relancer direct. Oui. Donc il n'y a aucun intérêt, utilité de lancer CMD avant de lancer Explorer.exe. Ça ne sert à rien. C'est comme appliquer OK. C'est la même chose. Ça ne sert à rien. Et alors, les gens qui disent « je le fais parce que j'ai l'habitude de le faire », c'est non recevable comme argument. Mais j'ai toujours fait appliquer OK. Mais vous avez le droit de réfléchir. Vous avez le droit de progresser. Vous avez le droit de vous dire ah, « effectivement, ça ne sert à rien ». Voilà. Parce que sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous levez, vous baissez 10 fois avant de vous lever. Ça ne sert à rien, mais j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Énorme. Donc moi, je suis complètement planté sur ma machine. On va faire la pause. Et je vais essayer de rebooter ma machine parce que là, j'ai trop de process qui tournent et qui sont plantés. C'est comme appliquer OK. Mais voilà, exactement. Voilà, écoutez la voix de la sagesse.
écoutez Petit Topo. Voilà. Lui, dit la vérité. Si vous êtes chat, je vous raconterai l'histoire du demi-poulet. Ah. Alors celle-là, Où sont les poulards? J'ai faim. ça c'est vrai aussi. Ah non mais je suis complètement planté là. Bon bah ciao la commu, là on va faire une pause. Hein. Parce que là faut tout redémarrer. Ciao Petit Topo, à tout à l'heure. Bah oui, voilà. Allez, CMD Explorer. Ouais, c'est ça. Allez, on arrête tout ça à toutes. Enfin. 18. Toujours comme ça, Peggy on- 18. J'ai un énorme fusil.